Alors, en attendant d'avoir un témoignage d'Espagne, où, comme peut-être vous le savez ou pas, il y a eu une très très forte mobilisation ce 8 mars, vraiment la plus forte d'Europe, je crois. Je vais repasser la parole à Elsa, notre camarade militante féministe. Voilà. Après ce beau témoignage sur ce qui se passe dans le privé, il me semblait nécessaire de faire un petit point sur ce qui se passe dans la fonction publique, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment de la fonction publique. Il y a plein de choses qui se passent. On a eu tout à l'heure sur les cheminots, sur le service public, une émission importante là-dessus. Il y a des mouvements partout, la Poste, mais aussi la fonction publique, que ce soit l'État, que ce soit les hospitaliers, notamment les EHPAD. On a beaucoup entendu parler des femmes qui se battent dans les EHPAD. Mais il y a aussi les fonctionnaires de la fonction publique territoriale. On sait que le statut de fonction publique, il est important parce qu'il permet une égalité de traitement des agents tout au long des étapes de leur carrière. Voilà. Et pourtant, la fonction publique d'État est encore évaluée à 15,6% d'écart de salaire. Même à grille égale, on retrouve encore 15,6% d'écart de salaire. Et asseyez-vous bien, parce que les chiffres font peur. À 50 ans, une femme dans la fonction publique gagne en moyenne 4 000 € de moins par an qu'un homme en catégorie C, qui sont, on le sait, les catégories les plus précaires. En catégorie B, donc les cadres intermédiaires, l'écart de salaire entre hommes et femmes sur une fin de carrière est de 5 400 €, et on passe à 11 400 € en A. Ça donne le vertige. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a du boulot, même quand il y a un cadre, on le disait tout à l'heure, qu'il y a des accords qui peuvent être signés, il y a des choses qui peuvent paraître encadrées, strictes, rigides et permettre, avec un statut, il y a quand même des inégalités qui s'immiscent, qui se creusent, qui s'installent et qui précarisent tout ça. Donc on peut avoir un statut et pas être nanti quand on est femme, à condition d'être une femme. Voilà, à condition d'être une femme. Oui. Il y avait un reportage l'autre jour sur la 5 où il y avait une jeune fille qui disait que quand on est une jeune femme noire de banlieue, en l'occurrence pour elle le 93, on pourrait presque avoir le droit de se garer sur les places de stationnement pour personnes handicapées. Voilà, ça fait froid dans le dos, mais de se dire qu'il y a des gens qui pensent ce genre de choses-là et qui se reconnaissent dans ce genre de choses-là, ça nous dit qu'il y a encore un nombreux combats à mener. Voilà. Et qu'on a besoin de féministes. Hommes et femmes, on le rappelle, on ne fait pas de discrimination. Est-ce que notre ami d'Espagne est en ligne avec nous? Bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Est-ce que tu nous entends? Je vous entends pas très bien. Ah, pas très bien. Bon, quel est ton prénom? On essaie, ça va. Ça va là? Ça va mieux? On peut essayer, sinon je vous dirai. Alors, bonsoir. Alors, merci de nous dire qui tu es. Et de nous parler de ce qui s'est passé exactement en Espagne le 8 mars, à l'occasion de la journée des droits des femmes. Il y a une mobilisation spectaculairement forte. Voilà, oui. Est-ce que tu as bien entendu ma question? Oui, là, j'ai bien entendu. Alors, nous t'écoutons, c'est à toi. Oui, alors, donc, les mouvements féministes, le 8 mars, ça a convoqué une grève des femmes. Ça a été la première fois dans l'histoire de notre pays dans laquelle le mouvement féministe a convoqué une grève des femmes. On a bien sûr eu le référendum de l'Islande en 1975 qui a convoqué une grève des femmes qui a été suivie par les 90% de la population des femmes. Et donc l'année passée, le 8 mars 2017, on a convoqué des débrayages de 30 minutes en consonance avec les débrayages qui ont été convoqués notamment en Argentine et en Pologne. Et ça a été vraiment un vrai succès. Donc, quand on a fait l'évaluation 1 mois après, on a compris que vraiment la société demandait encore plus et qu'on était prête pour commencer un processus vers une grève des femmes. Donc, on a travaillé pendant 11 mois chez le mouvement féministe, d'abord à Madrid, mais aussi dans d'autres villes. Vous m'avez demandé quelque chose? Oui, non, je soulignais 11 mois de travail pour préparer cette journée. C'est énorme. Hein. Oui. 11 mois de travail et quand même, on aurait bien aimé avoir un peu plus de temps parce que vraiment, convoquer une grève, vous savez, c'est pas évident. Pas facile. Surtout nous, on n'avait jamais fait quelque chose comme ça. Donc on est vraiment des féministes qui, on travaille dans des trucs différents. On était des féministes de tous les âges, différents. Mais on n'avait jamais convoqué quelque chose de si grand.
Et surtout qu'on a convoqué ça à niveau d'État, donc pas seulement en Madrid, mais aussi en Catalogne, au Pays Basque, en Andalousie, donc partout, il y a eu une grève des femmes qui a été suivie. Donc ça a été vraiment 11 mois de travail, de négociations avec les syndicats, et surtout de passer la parole et de faire des meetings et pas des conférences, mais des colloques partout, là où on nous appelait, et aussi où on nous appelait pas. Donc, on allait un peu partout, dans tous les quartiers. Moi j'habite à Madrid, donc dans tous les quartiers de Madrid, dans tous les petits villages, pour parler aux femmes comme nous de nos problèmes qu'on avait communs et de comment on pouvait s'organiser pour faire une vraie grève féministe le 8 mars. Et alors justement, donc, quels étaient, alors, oui. d'abord bravo, hein, et pour l'organisation et pour le résultat. Hein, vous entendez Oui. les applaudissements là? Bravo. Bravo, la France vous salue votre engagement, votre organisation, votre efficacité. Mais alors, on aimerait bien savoir quelles étaient les principales revendications portées par les femmes en grève. Oui, donc nous, on a un truc qu'on appelle l'argumentaire. Donc, on a un argumentaire de 23 pages dans lequel on explique toutes nos revendications. On a divisé les revendications en 4 axes. Donc, c'est corps, violence, frontières et économie. Corps, Oui, violence, frontières, corps, économie. violence, frontières, économie. Et dans chaque axe, donc, on a mis des revendications différentes. Donc, en violence, notamment la fin des violences, pas seulement dans le couple, non, comme on sait normalement en Espagne, il y a un pacte d'État contre la violence de couple, mais on comprend comme féministes que la violence contre les femmes ne se donne pas seulement dans les cadres de couple. L'année passée, 99 femmes, donc 99 femmes ont été tuées par la violence machiste en Espagne. Et c'est vraiment un problème d'État. Donc, en violence, c'est notamment ça. Il y a beaucoup plus d'autres revendications, mais ça, c'est quand même une grande revendication. Dans le cadre dans l'axe de corps, on est contre. Alors là, j'imagine que c'est le droit à l'avortement qui a été remis en cause il y a quelques années, non, en Oui, Espagne? Voilà, oui. L'avortement a été, si vous voulez, on parle de ça après, parce que je suis sûre que vous allez me demander comment on est arrivé à ça, et sans doute la lutte contre le renouvellement de l'avortement a été clé pour la réactivation du mouvement féministe en Espagne. Et donc l'avortement, mais aussi, la lutte LGBTQ, je sais pas comment on dit ça en français. LGTB, oui, LGBT, voilà. Je ne sais plus. Ouais. Et il y a quand même beaucoup de d'arguments là-bas aussi. En frontière, on a beaucoup de femmes migrées qui font partie du mouvement féministe aussi. Et nous, on parle, toujours en première personne parce qu'on est toutes traversées par beaucoup de discrimination. Mais on sait bien que nos camarades qui viennent d'autres pays ou qui sont racialisés ont quand même beaucoup plus de problèmes que nous, parce qu'elles sont pas seulement des femmes, mais aussi des femmes migrées ou racialisées. Donc on demande la fin des rafles. La fin des discriminations, c'est ça? Des discriminations raciales, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Et donc on demande la fin des... C'est-à-dire que ces femmes-là, en plus d'être pénalisées en tant que femmes, elles le sont doublement parce qu'elles sont en plus immigrées. Voilà, tout à fait. Donc, Et alors sur le plan ici comme en France. Oui, c'est pareil en France. Hein. On connaît hélas les mêmes problèmes. Et sur le plan économique, alors est-ce que là-dedans, l'axe économique regroupe justement les écarts de salaire entre hommes et femmes? Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe en Espagne? J'imagine que vous connaissez un petit peu l'écart moyen qu'il y a en France. Hein. Quel est l'écart moyen en Espagne? Et puis dites-nous plus précisément comment ça se... En Espagne, il y a une brèche de salaire de 23%. Donc ça veut dire que les femmes ont travaillé gratos 53 jours. Donc ça veut dire que vous, quand vous faites la grève en 2017 et que vous vous arrêtez à 15h40, vous auriez dû vous arrêter à 13h ou à 11h de travailler. Puisque l'écart est on a fait ça en Islande en 2010, je pense. D'accord. Elles sont sorties du travail à 14h, 10, je pense, parce que elle a déjà travaillé le temps pour lequel elle était payée. Mais c'est pas seulement ça. En fait, quand on arrive à la retraite, les femmes, on a normalement 450 € moins que les hommes. Et c'est aussi que les femmes ont des travaux non salariés qui sont
centrales pour la reproduction de la vie, pas seulement pour la reproduction, mais pour la continuation de la vie, qui sont pas rémunérées, qui sont pas valorisées dans la société. Et donc, on arrive à l'âge de la retraite. Je ne sais pas si vous savez, mais les retraités ont fait des grandes mobilisations dans les dernières 3 semaines en Espagne, qui ont été vraiment impressionnantes. Donc, quand on arrive à la retraite, ça se fait que les femmes, soit parce qu'on a travaillé à la maison, soit parce que quand on devient mère, ou même quand on ne devient pas mère, mais à un moment de notre vie, on doit prendre des congés maternité qui ne sont pas payés, ou bien on doit prendre la demi-journée. Alors, ça veut dire que à la fin, quand ça arrive pour la retraite, on a vraiment beaucoup moins d'argent, donc 450 € moins que les hommes, ce qui est vraiment grave. Donc, voilà, ça donnait qu'on avait vraiment beaucoup de raisons pour faire la grève, pas seulement une raison. Donc, on a commencé par chercher une seule raison, parce au début, on pensait à la grève traditionnelle, et la grève traditionnelle a une raison pour faire la grève, mais on s'est rendu compte que non, on n'avait pas seulement une raison, on avait vraiment plusieurs raisons pour faire une grève, et voilà, et c'est pour ça, je pense, que le succès a été si grand aussi, parce que toutes les femmes se sentaient interpellées par plusieurs raisons dans notre argumentaire. D'accord. Alors moi, j'aimerais savoir, parce que c'est vrai qu'en Espagne, quand vous vous mobilisez, et vous venez de le rappeler avec les retraités et le 8 mars, c'est toujours assez impressionnant. C'est impressionnant, mais derrière, est-ce que l'État vous entend? Est-ce que le gouvernement prend les mesures que vous attendez? Est-ce qu'il y a des évolutions? Voilà, j'ai rien entendu, je suis désolée. Vous avez parlé de l'État. Je vais faire la question plus courte. Est-ce que vos revendications sont prises en compte? Est-ce que des lois sont promulguées qui vont dans le sens que vous attendez? Alors, la mobilisation a été le 8 mars, donc il y a 2 semaines. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a eu déjà des lois qui parlaient de ça. Ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement et en fait, tous les partis politiques, la plupart des partis politiques nous ont ignorés, et même que le parti de droite, donc le Parti populaire et Ciudadanos, ont été se moquer de nous et disaient que la grève, Et à la fin, donc le jour avant, quand ils ont vu que le Parti populaire, le parti dans le gouvernement, a même fait un argumentaire contre notre grève. Donc là, on a commencé à voir que vraiment, on était dangereuse. Moi, je dirais qu'avec l'argumentaire de ce parti-là, vous pourriez maintenant vous moquer d'eux, parce qu'ils sont franchement ridicules, non? C'était vraiment ridicule. En fait, ils n'avaient rien compris. Parce que notre grève, là, c'est important de signaler ça. Donc, une grève féministe, de la façon dans laquelle on a pensé cette grève, c'est une grève qui n'est pas seulement dans le travail salarié, mais qui est aussi dans les care, comme on dit en français, non? Dans les cuidados, donc dans les facettes où les femmes ne travaillent à la maison, on prend soin des enfants, tout ça. Donc aussi on dit ça care, non? On appelle ça care en français? Oui. Et donc pas seulement le travail, mais aussi dans les care, dans les études, donc dans l'éducation, et aussi dans la consommation. Donc ça a été une grève dans 4 axes aussi. Et le Parti populaire a dit que c'était une grève élitiste, parce que les femmes qui n'avaient pas de travail ne pouvaient pas faire la grève. C'était en fait le contraire. Ce que nous, on veut dire, c'est que toutes les femmes travaillons, non, la plupart des femmes travaillons, mais le fait qu'on n'a pas un travail salarié, ça ne veut pas dire qu'elles ne travaillent pas. Donc, nous, on voulait vraiment mettre dans le centre du débat social ça, non? Le fait qu'en Espagne, 90% des personnes qui prennent soin des enfants et des vieux, c'est des femmes, c'est quelque chose à signaler. Le fait que 90% des congés pour maternité, c'est des femmes qui les prennent, c'est quand même quelque chose sur lequel il faut réfléchir. Et c'est toutes ces choses qu'on a vraiment réussi à mettre dans le centre du débat. Donc c'est pour ça que quand tu me demandes si il y a déjà des changements de loi, tout ça, non, il n'y a pas eu encore de changement de loi, mais il y a eu un changement qui est plus important et qui a déjà eu place en fait. Et c'est que les jours avant la grève, surtout le jour de la grève, beaucoup de familles et beaucoup d'amis et beaucoup de groupes de WhatsApp ont commencé à parler sur des choses dans lesquelles on n'avait jamais pensé qu'ils allaient parler. Donc de comment on distribue les travaux de la maison, de comment vraiment on fait une vie plus juste et plus égalitaire. Et toutes ces choses, c'est vraiment une grande victoire du mouvement féministe. Donc c'est une grande victoire de l'opinion publique et qui va contribuer à faire évoluer les mentalités, c'est ça? Oui. Eh bien écoutez, bravo. C'est déjà, effectivement, c'est la plus belle des victoires parce qu'on ne peut pas toujours attendre des lois. Il faut effectivement faire évoluer les mentalités, comme on l'a vu tout à l'heure avec la DRH de la multinationale. Voilà. Alors, écoutez, je n'ai toujours pas entendu votre nom. Quel est votre nom?
Isabelle Catna. Isabelle, merci beaucoup Isabelle. Je vais passer, je vous remercie de votre intervention. Je vais peut-être passer le micro à ma camarade féministe Elsa qui va vous saluer tout particulièrement. Merci à vous. Merci Isabelle pour ce beau témoignage. Au revoir. Ça fait rêver. Au revoir. Voilà, alors il se passe plein de choses encore au niveau de l'Union européenne. Il y a là par exemple l'association féministe autonome qui est la VFT, qui est une association qui défend les violences faites aux femmes au travail, qui a été contrainte de fermer sa ligne téléphonique parce que ils étaient submergés de demandes, 223 demandes de plus en 2017 que les dossiers déjà en cours. Ils n'arrivent pas à suivre, donc on parlait tout à l'heure des répercussions. Il y a besoin de mettre des moyens. Il n'est pas tout que la parole se libère, il faut également y mettre les moyens en face. C'est ce qui était demandé au gouvernement espagnol, c'était la question qui avait été posée. Si on fait un petit retour en France, le paysage n'est pas le même, puisque on se souvient, après l'affaire Weinstein, on a quand même 100 femmes qui se sont autorisées à nous faire une déclaration publique nous autorisant aux hommes le droit de nous importuner. Voilà. C'est très clairement une manière de montrer, là il était très clair que le patriarcat est une vraie lutte des classes, voilà, et que c'est pas un petit caprice de bonne femme. Ça a eu ce mérite. Voilà, ça n'a pas eu le mérite de faire la vague de militantes, manifestants dans les rues le 8 mars, mais quand même il s'est passé des choses. Alors on avait une petite question à l'auditoire. On se demandait, est-ce que vous saviez ce qu'avait fait Madame Macron à l'occasion du 8 mars? Franchement, on ne s'est pas posé la question. Shopping. Du shopping, non. Non, Madame Macron, elle a décidé de ne rien faire parce qu'elle estime que la journée, c'est tous les jours la journée de la femme. Alors, on va lui rappeler que l'ONU, en 1977, a décrété, c'était pour la 41e fois cette année, que c'était la journée du droit des femmes, Madame Macron, et non pas la journée de la femme. Il ne s'agit pas des fêtes comme la fête des mères ou la fête des grands-mères. Il s'agit d'une journée de lutte. Voilà. Donc, cette journée de lutte en France, elle a été sous la pluie, mais elle a été quand même belle et nombreuse. Les associations ont quand même beaucoup mobilisé. Voilà. Et quant à Madame Macron, je voudrais rappeler qu'on n'est pas en monarchie, que les Françaises et les Français, ils ont élu Monsieur Macron, pas Madame Macron. Et donc, que peut faire son épouse à l'occasion du 8 mars? On s'en fout, tout à fait. Voilà. Par contre, M. Macron a décrété que c'était grande cause du quinquennat avec 50 mesures, la question du droit des femmes. Donc on attend de voir. C'est mal parti, mais bon, qui sait, sur un malentendu. Voilà, en tout cas, il nous retrouvera le 8 mars l'année prochaine, le 25 novembre cette année, et puis les 365 autres jours. Voilà. Et on sera là, et c'est tous les jours, en effet. Les femmes, elles sont dans la lutte de façon internationale. Ici, ailleurs, on l'a vu avec l'Espagne, on l'a vu partout. Voilà, et on ne le laissera pas tranquille. Alors on fait une petite pause musicale. On fait une petite pause musicale et on revient tout de suite après avec une dernière intervention. À tout de suite.